Alors déjà, je vais vous faire une petite citation de Linus Torvalds que j'aime beaucoup avec son humour assez particulier, assez tranchant, assez satirique, qui dit bonjour à tous ceux qui utilisent Minix. Je fais un système d'exploitation gratuit, juste un passe-temps comme ça. Ça ne sera pas aussi grand et professionnel que GNU. Ok, donc petit clin d'œil, puisque bah, ce mec était un génie, hein, c'était quand même son projet de fin d'année, et il a développé comme un grand tout seul le noyau. Et il y a très peu de gens qui sont capables de ça, hein. Ça demande des compétences en C et en assembleur. Donc un très grand monsieur avec un regard très critique sur l'industrie informatique et que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un peu cette philosophie. Les Scandinaves sont assez particuliers, hein, au niveau de leur système de valeurs, de pensée et tout ça. Et j'aime beaucoup ce mec. Voilà. Donc, reprenons si vous voulez. Deuxième partie, on va voir un peu l'historicité, hein. On va voir l'histoire de Linux concrètement. Donc, avant de se plonger dans Linux, faisons d'abord un pas en arrière dans l'histoire. Nous sommes en 2022. On va revenir en 1971. 1971, eh ben, on a un autre système d'exploitation connu sous le nom de Unix, qui a été publié pour la première fois. En 1983, le projet GNU, qui veut dire GNU is not Linux, hein, a été lancé. Donc littéralement, GNU n'est pas Unix. GNU is not Unix, pardon, je vais y arriver, je fais tout le temps la faute. Donc GNU n'est pas Unix. Retenez bien ça, GNU n'est pas Unix. Il a été lancé pour créer un système d'exploitation complet qui est compatible Unix. Les efforts ont stagné, il manquait un noyau au projet. Vous savez que le cœur central, c'est le noyau. C'est ce qu'on appelle le kernel. Le kernel fait fonctionner le système d'exploitation qu'on appelle OS, Operating System, hein. Et vous interagissez avec le système d'exploitation qui lui interagit avec le noyau. Comment on interagit avec le système d'exploitation? Via une coquille, via un shell. Le shell, c'est la partie externe. Je vous ai dit, pour faire la métaphore, prenez des fruits. Il y a des fruits qui ont un noyau. Le noyau est au centre. Le système d'exploitation, c'est la chair, hein, du fruit. Et à l'extérieur, vous avez la peau du fruit. Vous, ça, c'est le shell. Nous, on va utiliser différents shells, hein. Les plus connus, c'est Bash, mais on va revoir tout ça. C'est ce qui nous permet d'interagir avec le système d'exploitation. Et le système d'exploitation ne fonctionne pas s'il n'y a pas un noyau. Retenez bien ça. Donc vers 1987, on a un système d'exploitation de type Unix pour les étudiants qui a été publié, le fameux Minix, M-I-N-I-X. Mais sa licence l'a empêché d'être distribué librement. Je vous ai dit, il y a eu des luttes intestines, à la fois pour le pouvoir et à la fois pour l'accès à la propriété intellectuelle, hein. Et ça s'est fait par aussi des échecs, mais finalement qui ont amené à la réussite de Linux. Donc Linus Torvalds, hein, qui est une figure emblématique de l'université de Helsinki en Finlande, a été frustré par la licence Minix et il a commencé à travailler sur son propre noyau du système d'exploitation. Son noyau sort en 1991 lorsqu'il est combiné avec des applications GNU et des licences open source. Je vous ai mis en description de ma première vidéo ce concept de licence open source et de licence GNU. Vous devez parfaitement comprendre comment ça fonctionne, parce que c'est les fondements du monde libre, de la source ouverte. Et c'est devenu le système d'exploitation Linux qu'on connaît tous aujourd'hui, ou que vous allez découvrir ensemble avec moi. Donc parlons un peu du noyau, hein. Ça fait un peu peur. Vous inquiétez pas, le noyau, c'est la partie spéciale du système d'exploitation qui contrôle le matériel du processeur, qui va allouer la mémoire, qui va permettre d'accéder aux données, qui planifie les processus, hein. On parle de scheduling en anglais, le scheduler, hein, c'est le planificateur. Il va exécuter les applications et il les protège les unes des autres, hein. Je n'ai pas envie que mon application A puisse quoi? Écrire et corrompre la mémoire de mon application B. Et j'ai pas envie que mon application A et B viennent quoi? Corrompre
la mémoire protégée qui est allouée à mon noyau. Le noyau, vous allez voir, c'est le premier programme qui est chargé sur l'ordinateur, au démarrage de l'ordinateur, que ce soit une machine physique ou une machine virtuelle. Les morceaux de code, qu'on appelle shellcode, les plus critiques du noyau sont chargés dans des zones protégées de la mémoire, afin qu'ils ne puissent pas être écrasés par d'autres applications exécutées dans le système d'exploitation. C'est aussi simple que ça. Depuis lors, des milliers de développeurs du monde entier ont contribué à améliorer le noyau Linux, ainsi que les nombreux logiciels qui composent les nombreuses distributions Linux différentes. Ces développeurs comprennent des bénévoles, comme je vous le disais, ainsi que des développeurs de sociétés commerciales. On a une confluence entre l'open source et le closed source. Aujourd'hui, on a la fondation Linux, qui est à but non lucratif, qui aide à créer des normes et une prise de conscience et des avancées dans de nombreux projets Linux différents. Alors, un système d'exploitation, un OS, c'est quoi? La réponse courte, c'est qu'un système d'exploitation, c'est un logiciel. C'est un logiciel qui va permettre de quoi? De faire des choses et qui va être chargé sur votre matériel, sur vos périphériques, sur le hardware. Le hardware ne peut pas fonctionner sans système d'exploitation. Les logiciels ne peuvent pas fonctionner sans système d'exploitation. Le système d'exploitation fait l'intermédiaire entre le bas niveau, le matériel, le hardware, et le haut niveau d'abstraction, la couche applicative, la couche logicielle. Sans système d'exploitation, la plupart du matériel est inutile. Vous pouvez vous en servir comme presse-papier. Une carte graphique ne sert à rien sans un noyau, sans un système d'exploitation, sans des pilotes qui vont faire fonctionner la carte graphique. Par exemple, vous pouvez avoir un ordinateur Dell qui exécute le système d'exploitation Windows 10 à partir duquel vous exécutez vos applications. Vous avez peut-être un iPhone qui exécute le système d'exploitation iOS. Vous pouvez également avoir un Apple MacBook qui exécute le système d'exploitation Apple macOS. Les systèmes d'exploitation permettent aux plateformes matérielles d'exécuter des applications. Donc comprendre ces différentes couches, comment un système d'exploitation fonctionne avec le matériel et les applications. Vous avez ces strates. Tout en bas, on a le matériel, le noyau qui permet de communiquer avec le matériel et le système d'opération. Et tout en haut, la couche applicative. On a nos shells, nos outils, nos démons, les daemons, qui sont en fait l'équivalent des services sous Windows, qui nous rendent des services, et les fameuses bibliothèques. On a les DLL sous Windows, on a les poinçons sous Linux, en C. Donc parlons un peu des composants, les composants du système d'exploitation Linux. Linux est un système d'exploitation open source qui peut être installé sur différents types de matériel pour vous permettre de développer des logiciels, d'exécuter des applications, etc., etc. Au cœur de Linux se trouve le noyau. Linux a été développé en langage C et en assembleur pour fonctionner sur des ordinateurs personnels 386. i386. Donc ça, c'est les microprocesseurs des années 70-80. Ensuite, on est passé au i486 dans les années 80-90. I comme Intel. Ensuite, naturellement, on a eu AMD aussi qui a mis sa petite popote. Mais historiquement, on parle d'architecture Intel, comme je vous l'ai déjà expliqué. Et ensuite, ça a été porté. Maintenant, on parle de quoi? De processeurs 586. 586, c'est l'équivalent de vos de vos i5, i7, i9, d'accord? Qui a été porté donc vers toujours plus de matériel, c'est le principe, et vers n'importe quel autre système d'exploitation. Donc on voit l'évolutivité que je vous disais. Linux, c'est vraiment en termes d'historicité, le noyau Linux a été porté sur plein de configurations. Aujourd'hui, Linux, c'est le système d'exploitation qui est le plus installé dans le monde, que vous le vouliez ou non. Et je vous ai parlé de l'espace. Pourquoi? Linux est présent dans l'espace. Oui, la Station spatiale internationale, l'ISS, utilise Linux. La fusée SpaceX Falcon 9 de Elon Musk utilise Linux.
Donc Linux est généralement administré à partir d'une interface de ligne de commande, CLI, que vous me voyez tout le temps utiliser, qui s'appelle un shell. Hein. C'est ce qu'on appelle la coquille, le shell par opposition au noyau. Hein. Donc, outre le noyau qui gère les processus matériels et logiciels, les distributions Linux incluent une collection de logiciels Linux tels que des pilotes de périphériques pour accéder ou contrôler le matériel, des bibliothèques partagées, des applications et des démons systèmes qui s'exécutent en arrière-plan et répondent notamment aux demandes du réseau. Donc on a de nombreux langages de programmation qui sont disponibles pour Linux, ainsi que 70 000 applications différentes. Les applications sont installées à partir de packages qui contiennent l'application elle en elle-même et les métadonnées de l'application. Hein, c'est pour ça qu'on a quoi? On a différentes distros qu'on appelle distributions Linux qui ont chacun leur utilité. Hein. Nous, on utilise Kali, ParrotOS, essentiellement Debian. Euh, Si on veut faire de la cybersécurité, du hacking, il y en a d'autres, je vous rassure, mais on va dire c'est les deux principales. Et on utilise des packages, et ces packages, hein, on va empacter, dépacter quoi, des applications. Le plus gros changement, et ça va vous faire drôle, c'est que bien sûr, vous pouvez faire comme sous Windows, c'est-à-dire quoi? Aller, aller sur Internet, télécharger un fichier. Ça sera pas un fichier exe, ça sera un fichier .deb, par exemple, sous Debian. Hein. Kali Linux est un Debian, ParrotOS est un Debian, Ubuntu est un Debian. C'est une des distributions de Linux. Hein. C'est pas la majoritaire, mais elle est très utilisée et on va naturellement pouvoir télécharger une application d'Internet. Mais vous avez bien compris que si vous téléchargez une mauvaise application d'Internet, on peut pirater votre ordinateur. Maintenant, vous le savez. Donc l'avantage, c'est qu'on a ce principe de paquet et de repo. Les repos sont dédiés à n'importe quelle distribution. Chaque distribution Linux a c'est une store, si vous voulez, où on va directement télécharger l'application à partir, par exemple, d'APT, qui est un gestionnaire de paquets. Donc on télécharge les paquets à partir du repo de sa distribution Linux et on l'installe. Ok? Ça permet de sécuriser Linux, puisque les paquets qui sont uploadés généralement sur le repo ont été vérifiés. À l'inverse, des paquets que vous installez d'Internet et qui peuvent être vérolés, qui peuvent être backdoorés, qui peuvent contenir des malwares. Ok? Et on voit bien que Microsoft a copié Linux. Maintenant, vous avez tous des stores. Hein. Vous avez des stores sur iOS, vous avez des stores sur Google Play Store, sur vos Android. Vous avez un store Windows. C'est le même principe. Hein. Donc voilà, ça faut bien le comprendre. Au début, c'est un peu déroutant et après, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple parce que c'est beaucoup plus sécurisé et c'est beaucoup plus facile, hein, de vérifier. Je vous montrerai une application via l'interface graphique qui vous permet, notamment Discover sous KDE, qui vous permet de récupérer des milliers d'applications gratuites sans rien payer. Mais on va définir un peu les métadonnées. Les métadonnées, rappelez-vous, c'est les données des données. Hein, c'est de la supradonnée. C'est les méta, c'est au-dessus. Ça veut dire au-dessus. Hein. Donc ce sont les données des données. Essentiellement, les métadonnées décrivent le type d'information qu'un ensemble de données sous-jacentes va stocker. Prenez par exemple un système de fichiers sur un ordinateur. Lorsque vous affichez une liste de répertoire, vous voyez le nom du fichier, la taille du fichier, la date de création, la date de la dernière modification, etc., etc. Il s'agit d'exemples de base de métadonnées associées à chaque objet de ce répertoire. Je vous ai dit, les agences de renseignement prennent le contenu de vos communications, mais le plus intéressant, c'est les métadonnées de vos communications. On en apprend toujours plus grâce à vos métadonnées que en déchiffrant, hein, en volant les données, le contenu de vos données, hein, de vos conversations. C'est pour ça que la NSA se focalise sur les métadonnées, mais pas que, pour faire l'analogie. Ensuite, on va parler des daemons. Un daemon, D-A-E-M-O-N, qu'on appelle un démon. Un démon, alors, n'y voyez, ça n'a rien à voir avec le diable, c'est en termes, c'est un autre démon.
qu'on appelle un daemon, c'est un service. Un démon système sous Linux, c'est généralement un processus système en arrière-plan qui attend un ensemble spécifique de conditions avant de passer à une action ou à une autre action. Par exemple, sous Linux, vous avez un démon qui s'appelle SSHD, qui veut dire quoi? Daemon Secure Shell, hein, et ce démon système exécute en arrière-plan et va accepter les demandes entrantes autorisées pour se connecter à l'hôte Linux en SSH, en Secure Shell. Les démons système n'interagissent pas avec les utilisateurs et ne sont généralement pas sous le contrôle direct des utilisateurs, mais plutôt du système lui-même. Ça, c'est très important. Alors, on va parler distro, qui veut dire distribution, et repo, qui veut dire repository, hein, donc système de dépôt, littéralement en français. Donc les distros. Les distributions Linux, c'est la combinaison de versions spécifiques du noyau Linux avec d'autres bibliothèques, démons système, outils de développement, applications, empaquetage et outils de gestion de cycle de vie qui sont compatibles les uns avec les autres et dont l'interopérabilité a été testée. La façon la plus courante dont les gens acquièrent Linux aujourd'hui, c'est de télécharger l'une des nombreuses distributions Linux différentes qui sont présentes sur le marché. Les distributions sont disponibles non seulement pour les serveurs, les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, mais également pour une grande variété d'appareils plus spécialisés qui exécutent Linux. Les exemples de distri, c'est Ubuntu, Debian, Fedora, OpenSUSE, Cumulus, Linux, etc., etc. Il y en a des milliards, hein. Comprendre l'espace utilisateur par rapport à l'espace noyau, ce qu'on appelle quoi? Le userland par rapport au kernelland. Les systèmes d'exploitation exécutent tous leur noyau dans une mémoire protégée et restreinte qu'on appelle espace noyau, kernel space, pour empêcher le noyau de se terminer, hein, de s'écraser, de faire planter le système, en tout cas d'avoir des pépins, hein. On protège le noyau, c'est la partie la plus critique, hein, dans un système d'exploitation. Donc lorsqu'un utilisateur exécute une application ou un outil, cette application ou cet outil s'exécute dans ce qu'on appelle l'espace utilisateur, qu'on appelle le userland. Cette distinction est essentielle puisque les applications peuvent provenir de diverses sources, être mal développées ou provenir de sources inconnues et être porteuses de malware, backdoorées. En exécutant ces applications séparément de l'espace du noyau, elles ne peuvent pas altérer les ressources du noyau et provoquer un kernel panique. Alors, le kernel panique, c'est un crash du système. On a l'équivalent sous Windows qu'on appelle un BSOD. C'est Blue Screen of Death, cet écran bleu que vous avez sûrement vu quand Windows crash, quand le noyau de Windows crash. Eh ben nous, sous Linux, on parle de kernel panique. C'est une panique du kernel, c'est-à-dire que c'est une faute matérielle et ça va engendrer un crash du système d'exploitation et une erreur au niveau des opérations qui sont effectuées sur votre microprocesseur. Toutes les applications, même les processus démons du système qui exécutent des fonctions critiques du système d'exploitation doivent effectuer ce qu'on appelle un appel système, hein, un system call, syscall, au noyau, dans l'espace du noyau, afin d'accéder aux ressources système telles que la mémoire ou les périphériques réseau. Chaque système d'exploitation multi-utilisateur moderne possède un certain type d'espace utilisateur par rapport à la conception de l'espace du noyau, qui vise à garder et à sécuriser, à rendre plus performant et fiable le système d'exploitation. On parle de compartimentation, c'est normal. On compartimente pour apporter de la sécurité informatique. En bref, la séparation entre l'espace utilisateur et l'espace noyau est faite pour garantir que Linux est un système d'exploitation aussi fiable et sécurisé que possible. Avantage de l'utilisation de Linux, outre le fait que Linux est un excellent système d'exploitation, il est continuellement amélioré et suivi par une énorme communauté. Linux a acquis une énorme popularité car son utilisation présente de nombreux avantages différents. Tout d'abord, on a un modèle opérationnel cohérent. Quelle que soit la version ou la distribution de Linux que vous utilisez, que vous soyez
un super calculateur, un super ordinateur ou un petit appareil embarqué dans une voiture, dans un satellite, le fonctionnement général de Linux est le même, où que vous alliez. C'est pour ça que vous allez voir, vous allez vous former sur une distribution. Après, c'est les outils qui vont changer. Mais si vous êtes à l'aise sur Linux en général, vous pourrez passer d'une distribution à une autre. Hein. Il faudra que très peu de temps pour vous adapter. D'accord? Cela signifie que, à quelques exceptions près, la syntaxe surtout de la ligne de commande est similaire. La gestion des processus est similaire. L'administration réseau de base est similaire. Les applications peuvent être relativement facilement portées entre les différentes distributions. On parle d'interopérabilité en informatique. Donc le résultat final de ce modèle de fonctionnement cohérent, c'est une économie de coûts générée par une plus grande efficacité et de la flexibilité au niveau du personnel qu'on doit former sur Linux. Ok? L'évolutivité. Hein. À ce stade, vous savez déjà que Linux est éminemment évolutif et va fonctionner sur tout. Vous avez des montres bracelets, vos smartwatches, les supercalculateurs en passant par des clusters informatiques distribués à l'échelle mondiale qui font fonctionner les centres de données. C'est l'épine dorsale, les backbones d'Internet. Bien sûr, l'avantage de cette évolutivité n'est pas seulement la combinaison d'appareils, mais aussi ses fonctionnalités de base. Les outils de ligne de commande, la configuration, l'automatisation et la compatibilité du code restent les mêmes, quel que soit l'endroit où vous les utilisez. Open source, optimisé pour sa communauté. Avec la nature open source et disponible gratuitement de Linux, vous pourriez être préoccupé par les améliorations futures, les corrections de bugs et le support. Heureusement, vous pouvez mettre tous ces soucis de côté. Si vous regardez le noyau Linux, 22 millions de lignes de code. Vous trouverez une forte communauté qui développe tout dans les coulisses. Ok, en 2016, on avait un rapport qui indiquait que plus de 5000 développeurs individuels représentaient 500 entreprises différentes à travers le monde qui avaient contribué aux améliorations du noyau Linux, sans parler de toutes les autres applications et services environnants. Un nombre impressionnant de 13 500 développeurs de plus et de 1300 entreprises ont contribué au noyau Linux depuis 2005. Vous vous demandez peut-être pourquoi des entités commerciales contribuent au code de Linux? Eh ben, alors que de nombreux partisans de l'open source voient la nature open source de Linux purement idéaliste, j'en fais partie, la contribution commerciale du code est en fait une activité stratégique. Hein. En ce sens, les entreprises à but lucratif qui dépendent de Linux apportent leurs modifications au noyau pour s'assurer que ces modifications se répercutent sur les distributions futures sans avoir à les maintenir indéfiniment. Ensuite, la mise en réseau de toutes les fonctions. Au fil des ans, Linux a développé un ensemble solide de capacités de mise en réseau, y compris des outils de mise en réseau pour fournir, gérer le routage, le pontage, ce qu'on appelle le bridging, hein, le bridge, le DNS, le DHCP, le dépannage du réseau, la mise en réseau virtuel, la surveillance du réseau, et enfin la gestion des packages, qu'on appelle colis en bon français. Hein. Le système de gestion de package Linux vous permet d'installer facilement, comme je vous le disais, de nouveaux services, d'applications, à l'aide de quelques commandes très simples. Alors, laissez-moi vous parler des packages. Hein. On empacte on dépacte, on va faire que ça via quelques commandes. Hein. C'est comme un colis, je commande le colis sur Amazon, il me l'envoie, n'utilisez pas Amazon. Franchement, c'est pas une bonne entreprise. C'est un mauvais exemple. Mais la poste, hein, vous envoie le colis, vous le recevez chez vous. Quand vous recevez votre colis, qu'est-ce que vous faites? Vous l'ouvrez. Hein, et vous récupérez ce qu'il y a à l'intérieur et vous allez l'utiliser. Si je dois faire une analogie, une métaphore, c'est celle qui est la plus proche. Donc la gestion des packages Linux, c'est un système de gestion, c'est un outil en fait, qui va aider les administrateurs Linux à installer et à gérer des applications et des extensions pour le système d'exploitation Linux. Chaque distro, chaque distribution Linux comporte ses propres capacités de gestion de package. Un package Linux comprend tous les éléments nécessaires au fonctionnement d'une nouvelle application ou d'un nouveau service.
Le système de gestion des packages peut également aider un administrateur à gérer les dépendances éventuelles d'un package. On a ce principe de dépendance. Je vais installer une application, mais cette application, elle a besoin de modules, de librairies ou d'une autre application pour pouvoir fonctionner. Tant que je n'ai pas satisfait, on parle de satisfaction, ok, ces dépendances, mon application que moi je veux utiliser, si elle se base sur d'autres dépendances, ne pourra pas fonctionner. Comprenez bien ce concept. Donc une dépendance, c'est un progiciel, comme on dit en bon français, nécessaire au fonctionnement d'un autre logiciel. Hein. En superposant ces dépendances, les packages nouvellement développés vont pouvoir tirer profit et partie du travail des autres, sans avoir à réinventer constamment la roue. Cependant, le maintien des dépendances peut être extrêmement compliqué, difficile, en particulier si vous continuez à ajouter des packages. Un bon système de gestion des packages garantira que toutes les dépendances sont gérées en même temps et que vous installez de nouveaux packages. Donc ça, c'est propre au développement, à l'ingénierie logicielle. Vous en apprendrez plus sur la gestion des paquets plus loin dans ce livre. Hein. Donc le but aussi, à terme, c'est ce qu'on appelle, on a deux types d'ingénierie. Hein. En informatique, on va faire très simple, on a le forward engineering et on a le reverse engineering. Quand on développe des solutions, la plupart des informaticiens, des ingénieurs sont formés au forward engineering. C'est-à-dire qu'on va créer, grâce à des outils, à des quadriciels, on va créer du code, on va créer des applications pour qu'ils puissent fonctionner sur le noyau, sur le système d'exploitation, mais en tant qu'application. Mais très rarement, ils ont l'inverse. Dichotomie. Ok? Forward engineering, moi, qu'est-ce que je veux vous apprendre? Qu'est-ce que je vous dis? Un certain niveau de hacking. On travaille pas en haut niveau d'abstraction, c'est-à-dire la couche logicielle applicative. On fait l'inverse. On commence tout en bas. On communique directement avec le hardware, avec le noyau, avec les périphériques. Donc, c'est du reverse engineering. C'est exactement et diamétralement opposé. On va commencer par le bas niveau et les ingénieurs qui sont bons en reverse engineering comprennent toutes les interactions, bien sûr, de la couche applicative, logicielle, mais comment elle fonctionne en très bas niveau. Et il va falloir justement avoir ces deux philosophies. Être à la fois bon en ingénierie logicielle, applicative, donc en forward engineering, et en rétro-ingénierie, en reverse engineering, pour comprendre les interactions des couches du haut avec les couches basses, c'est-à-dire le matériel, le noyau. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On a également ce qu'on appelle l'automatisation et l'orchestration. L'automatisation est utilisée pour effectuer des tâches communes de manière programmée, scriptée, tandis que l'orchestration est utilisée pour automatiser des tâches sur plusieurs systèmes dans un centre de données. Linux est utilisé pour automatiser et orchestrer à peu près tous les processus des données dans une entreprise qui utiliserait éventuellement des centres de données, des data centers. Ok? La virtualisation, elle est omniprésente aujourd'hui. La virtualisation, ce sont des machines virtuelles qu'on appelle VM, Virtual Machine. La virtualisation d'un serveur ou d'un poste client, c'est la possibilité d'exécuter un système d'exploitation complet sur ce qu'on appelle un serveur bare metal existant. On utilise une machine physique. Cette machine physique va faire tourner plusieurs machines virtuelles, va faire cohabiter en son sein plusieurs machines virtuelles. Avant, j'avais besoin de 4 serveurs, il me fallait 4 serveurs physiques, dans les années 90, 80. Ok? Maintenant, j'ai un serveur. Enfin, oui, j'ai un serveur physique qui va me permettre de faire tourner 4 autres serveurs, voire plus, des centaines, voire des milliers de serveurs en cluster. Donc on a virtualisé. C'est extrêmement important puisque ça permet de réduire les coûts, l'achat de matériel et il y a une certaine couche de protection. On va utiliser ce qu'on appelle des hyperviseurs. Donc les VM, elles sont utilisées pour augmenter l'utilisation du serveur en termes
d'output, hein, input à output, entrée-sortie, utilisation aussi du processeur au maximum de ses capacités, simplifier les tests serveurs, réduire les coûts de la redondance des serveurs. Le logiciel qui permet aux machines virtuelles de fonctionner s'appelle un hypervisor, un hyperviseur en bon français, et le plus connu, c'est KVM. KVM inclut cet excellent hyperviseur. Ensuite, le cloud, hein, le nuage, comme on l'appelle en bon français, les services, combien il disait, nuagiques, hein, comme disait l'ANSI, ça me fait doucement rigoler, mais le cloud privé, hein, c'est un autre projet open source qu'on appelle OpenStack, qui fonctionne sous Linux, qui est devenu une plateforme de gestion de cloud au premier plan, hein, pour la création d'un cloud privé. Avec le cloud privé, les entreprises peuvent tirer parti des nombreux avantages du cloud public, c'est-à-dire l'évolutivité, le libre service, la mutualisation, tout en exécutant leurs propres infrastructures informatiques sur site. Ensuite, on a ce concept de big data, méga données, hein. De plus en plus d'entreprises doivent gérer des quantités de données en augmentation exponentielle dans leur centre de données. Et comme Linux offre une telle évolutivité et de telles performances, il est devenu le système d'exploitation incontournable pour traiter le big data via des applications comme Hadoop, hein, Hadoop. Même Microsoft a récemment annoncé une solution de big data qui est basée sur Linux. Ensuite, les conteneurs. Je vous en parle souvent. Linux peut également être utilisé pour exécuter des conteneurs. Alors on confond conteneur et virtualisation, même si dans les faits, ça s'en approche, ils sont légèrement différents. Mais on a Docker, hein, Docker, la petite baleine. Hein. Les conteneurs Docker sont de plus en plus utilisés par de nombreuses entreprises. En fait, Linux est la base du mouvement moderne des conteneurs, de la conteneurisation. C'est ce qu'on appelle, voilà comment on l'appelle en informatique. Tous les emballages et les orchestrations de conteneurs reposent, donc les emballages, les packages, vous l'avez compris, reposent sur l'espace de non Linux et les mécanismes d'isolation pour fonctionner. J'isole, je compartimente mes clients. J'isole, je compartimente mes différents systèmes d'exploitation. J'isole et je compartimente mes différents systèmes d'information. Pourquoi? Parce que chacun a un secteur d'activité et je n'ai pas envie que un client A puisse espionner un client B. D'accord? Donc on compartimente, on virtualise, on containerise. D'accord? Donc j'espère que maintenant vous comprenez mieux qu'est-ce que le noyau Linux, qu'est-ce qu'un système d'exploitation, quelle est la différence entre l'espace utilisateur et l'espace noyau. Hein. Userland, kernelland. Kernelland bas niveau, userland haut niveau d'abstraction. Donc j'espère que vous avez compris et appris maintenant ce qu'est Linux, d'où il vient, comment il est utilisé, à quel point il peut être puissant. Avec ces connaissances, on va maintenant commencer à utiliser Linux. Hein. Je vous apprendrai comment télécharger une distribution Linux, découvrir les bases de l'administration Linux, y compris le fonctionnement du FS, le système de fichiers, file system en anglais, comment gérer les processus, où vous connecter à Linux et comment déployer de nouveaux packages. Je vous dis, ça va être dur au début, ne lâchez rien. C'est une quête initiatique pour apprendre Linux. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.